Si nous menons ce travail avec plus de facilité, c'est aussi parce qu'il y a l'implication tout azimut de Madame le recteur qui ménage tous ses efforts, en tout cas nous faciliter les choses. Bien vrai que nous sommes partis sans budget, mais aujourd'hui on déroule quand même, donc c'est fort encourageant. Il y a un travail qui a été abattu, c'était l'identification des responsables et les échéances. Par 4 groupes constitués, ces 4 groupes ont collecté énormément de données, chacun dans le domaine qui lui avait été confié. Et nous avons également eu 3 petits ateliers au rectorat qui nous ont permis donc de classer, de ranger et de ressortir les axes principaux qui tournent autour de cette. La gouvernance, le patrimoine, la pédagogie, la recherche, le partenariat, etc. Que nous allons d'ailleurs parcourir tout à l'heure parce que c'est à partir de là que nous allons continuer le travail, qui est un travail à la fois et de pré-traitement et de traitement aussi, parce que nous allons les classer dans une matrice qu'on va projeter tout à l'heure, et après cela, maintenant, on va dégager ou nous conforter dans ce que nous avons déjà fait, et cela nous permettra en tout cas d'avoir des pré-rapports qui vont permettre aux consultants de pouvoir travailler sur cette base-là et de nous revenir pour un atelier de diagnostic, et ce n'est qu'à l'issue de cet atelier de diagnostic que maintenant nous allons essayer de finaliser avec des validations en interne et en externe. Cette élaboration des plans stratégiques ne se limite pas à des objectifs et à des stratégies, mais c'est une matérialisation d'une vision commune, donc pour l'avenir de notre université. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est important qu'il y ait cette appropriation. Et ça doit donc refléter l'engagement de tout le monde pour donc développer cette agriculture, mais aussi promouvoir la recherche et le service à la communauté, entre autres donc le service de l'université. Et c'est dans ce contexte que le projet PA Pétale ne pouvait pas ne pas quand même intervenir, en tout cas si il a été sollicité. Et il se trouve que ça correspondait à un des work packages donc de ce projet, à savoir le work package 1, qui vise entre autres la mise en place d'un mécanisme de gouvernance des procédures de qualité. Quand on dit donc procédure de qualité, ça inclut à la fois une démarche dans le domaine de la formation, de la recherche, mais également dans le domaine administratif, parce qu'on sait que tout cela nécessite donc un appui. Les 7 domaines qui ont été premièrement identifiés ont été regroupés, et là on se retrouve avec 4 axes où les gens vont réfléchir et voir par rapport aux éléments qui ont été collectés, les éléments identifiés, est-ce qu'il y a encore des manquements, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'on peut retenir de ça en vue de l'atelier du mois d'octobre. Donc il y aura axe gouvernance, l'axe pédagogie. La recherche a été fusionnée avec le rayonnement universitaire et le partenariat, parce que ça peut aller de pair. Et dans le rayonnement universitaire, on a tout ce qui est employabilité, incubateur, on a tout à l'intérieur de ce rayonnement. Après, on a la pédagogie. Et dans la pédagogie, je fais un clin d'œil au groupe qui va faire pédagogie, parce que la semaine dernière, on a fait la conférence des recteurs avec le ministère. Et il y a un gros projet de la Banque mondiale qui vient. La Banque mondiale donne au Sénégal un gros projet sous forme de CDP et demande aux universités qui veulent de s'inscrire dans ce projet. Si une université se lance à mettre dans le numérique jusqu'à 30% de sa pédagogie, la Banque mondiale est là pour accompagner et appuyer pour toutes les ressources nécessaires en vue que cette université puisse vraiment se lancer dans le numérique. Et je sais qu'à USN, depuis qu'on a démarré, on est dans cette dynamique. Beaucoup de nos enseignants ont été formés en technopédagogie numérique. Donc là aussi, c'est quelque chose dont la réflexion pourra être apportée par le groupe qui s'occupe de la pédagogie, voir comment on peut faire basculer certains enseignements
jusqu'à un taux de 30% de ce que nous donnons dans le numérique et écrire le projet pour être appuyé par la Banque mondiale. Parce que l'appui de la Banque mondiale peut nous donner une sécurisation en termes d'Internet, une sécurisation en termes d'électricité, parce que ça va de pair, on peut le mettre dans le projet, et également des outils pour nos étudiants, ne serait-ce que des tablettes pour les étudiants ou des ordinateurs pour les étudiants. Donc ça aussi, c'est une donne qu'il faut prendre, et on peut même le faire sous forme pilote, travailler avec des départements qui veulent se lancer, des UFR qui veulent se lancer, et en suivant le plan stratégique, vraiment jusqu'à la fin du plan stratégique, avoir de façon complète au sein de l'université les 30% des cours qui seront dans le numérique et qui va montrer vraiment l'aspect hybride de ce que nous faisons. Donc ça aussi, c'est une nouvelle information que je voulais partager avec ceux qui seront dans le groupe pédagogique. Ceux qui seront dans la recherche également, on a démarré des TDR avec Fatou et l'incubateur. C'est pour voir le tissu socio-économique dans les zones d'implantation de nos campus. Comment nous pouvons travailler avec ce tissu socio-économique, voir quelles sont les problématiques de ce tissu socio-économique et comment ces problématiques peuvent être transformées en projet. Et ce tissu sera vraiment un tissu d'accueil pour nos étudiants durant les stages, mais aussi leur RSE permettra de financer une partie de la recherche. Donc ceux qui sont dans la recherche, il ne faut pas qu'ils occultent également cette activité. Et il y a aussi le DUT que nous avons dans le Work Package 3 du projet PETAL, qui rentre dans le partenariat, dans la recherche et dans le rayonnement universitaire. Comment nous devons travailler avec les collectivités territoriales des zones d'implantation de USSEN pour mettre en place le système d'alternance. Nous devons être la première université qui va expérimenter cette alternance, même dès la formation initiale en licence, c'est possible. Donc nous devons également réfléchir par rapport à ça. Voilà les sous-dossiers qu'il y avait dans le groupe gouvernance, c'était texte, rectorat, présentation de l'USSEN, ancienne UFN, nouvelle UFN, marché. Concernant par exemple la rubrique texte, tous les textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'USSEN depuis sa création sont disponibles. Nous avons même réussi à les collecter et classer. Il s'agit essentiellement de lois, de décrets, d'arrêtés de création, de dénomination, d'organisation, de fonctionnement et de nomination et autres. Concernant le rectorat, là également, nous avons mis l'accent sur le budget. Les documents collectés renseignent sur une tenue régulière des assemblées. Les budgets sont préparés et votés conformément au texte réglementaire en vigueur. Ça, je pense que c'est de bons points. Au niveau de la présentation générale de l'USSEN, nous avons énormément de documents qui sont collectés également et classés. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que ces documents permettent aujourd'hui au moins d'apprécier l'évolution qualitative et quantitative de toutes les ressources. C'est en volume tout comme en qualité. Parce que je pense que depuis l'arrivée des EG également, il faut se rendre compte qu'il y a eu un début de formalisation et cela est visible à travers les textes que nous avons parcourus. Alors, les anciennes UFR, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, qui étaient au nombre de 11, elles ont fonctionné en gestion budgétaire centralisée depuis 2019,
jusqu'à août 2021. Bon, il y a coquille là, engendrant ainsi parfois des lenteurs dans l'exécution, ça c'est une réalité. Cependant, l'exploitation des documents montre, donc là également une coquille, que les instances de gouvernance ont fonctionné relativement relativement bien plutôt, et il n'a été noté aucune difficulté majeure, en tout cas dans la pédagogie. Il y avait une production régulière de rapports d'activité pédagogique mensuels par les enseignants et la tenue de rencontres trimestrielles de coordination dirigées par le recteur. Ça, c'était aussi quelques bonnes pratiques qu'on avait pour les anciennes GFR. Pour les nouvelles GFR, en août 2020, il s'est tenu un atelier qui avait pour objectif donc d'élaborer une architecture organisationnelle et fonctionnelle. Là, nous faisons un rappel pour étayer ce que nous allons dire après. Et donc, il s'agissait spécifiquement, entre autres, de proposer une nouvelle structuration de l'UCN en UFR, répondant aux exigences d'optimisation des ressources et aux standards en termes de masse critique d'enseignants, chercheurs et de cohérence scientifique. À l'issue donc, 11 UFR ont été fusionnés et ont donné 4 UFR, donné lieu à 4 UFR. Et cela partant du constat qu'il y avait une insuffisance de ressources humaines au niveau des anciennes GFR, de parts, de matériel et de finances. Il y avait également un manque de reconnaissance juridique des UFR, ça c'est un constat qui est là, que nous avons constaté à partir des PV que nous avons parcourus. Il y avait également EDTD, c'était le rapport surtout de l'évaluation qui a donné ces éléments-là. Il y avait également l'impossibilité d'adapter certaines UFR avec l'esprit des travaux du fait de leurs particularités. C'est ainsi que l'évaluation des résultats des 11 UFR en avantages et inconvénients, suivi d'une seconde session de travail, a permis de faire des propositions de fusion en 4, sciences fondamentales, sciences agronomiques, élevage, pêche, aquaculture, sciences économiques, juridiques et tourisme, UFR sciences sociales et environnementales. Et que donc ces 4 UFR, de ces 4 UFR est issu donc de l'atelier de la restructuration de la gouvernance de l'UCN, consacré donc dans le décret 2021-1505 du 14 novembre 2021, a permis de consolider les recommandations formulées par les acteurs. Parce qu'en réalité, il y avait un diagnostic par les ateliers, c'est ça, Jacques M. Sen, le contrôle ministériel, qui avait même dirigé des travaux, et que l'évaluation avait tiré cette conclusion-là. Donc le document quand même est renseigné dans ces différentes colonnes avec les ressources qui étaient à notre disposition. Donc ces ressources ont été dans un premier temps structurées, donc en rubrique, d'abord rectorat, donc UFR, donc actuel UFR et ancienne UFR, mais également certains rapports qui étaient des PV donc, pour les campus. Donc l'exploitation de ces documents nous a permis quand même de relever donc, les éléments manquants, mais également de donner des orientations sur là où on pourrait retrouver ces éléments manquants qui seraient naturellement disponibles au niveau de l'archivage du rectorat, mais également au niveau des UFR, notamment au niveau des chefs des départements. Donc, au niveau du rectorat, donc les données sur les nombres de participants des ateliers, les coûts, les activités et autres projets, donc ont manqué. Donc, en termes de déficit, nous avions noté également une absence de données sur des activités donc, lors de la création, du projet de création, mais également juste après le démarrage, avant la restructuration. Et nous avions mentionné donc, les éléments qui manquaient, notamment les PV des ateliers, conseils pédagogiques, PV de coordination. Donc, et puis en termes d'orientation, ces manquements, on pouvait les retrouver au niveau de l'archivage des UFR, mais également du rectorat. Voilà. Donc, il a été constaté au niveau des UFR une absence aussi de l'ensemble des éléments qu'on a cités au niveau du rectorat, notamment les rapports d'activité, les PV des conseils, notamment du FR, mais également d'assemblée de département, les appels à candidature, mais les statistiques aussi.
Pour ce qui concerne les données relatives au TDR sur les sorties pédagogiques, donc nous avions constaté que la plupart des PV et des TDR, il n'y avait pas de signature ou d'enregistrement. Donc on avait décidé de suspendre parce qu'on avait des difficultés pour voir un peu est-ce que les sorties pédagogiques ont été déroulées ou non. Donc il était encore beaucoup plus prudent donc, de se référer au TDR déjà envoyé au niveau des rectorats avec les demandes de bus. Voilà, ça va nous permettre d'avoir une idée même sur le budget qui a été consacré par rapport à ça. Cette introduction, on en avait déjà parlé. Donc, par contre, je vais citer les différents types de documents qu'on a eu à traiter. C'est des TDR, des PV de rencontre, des rapports de mission, des ordres de mission, des bulletins d'information, des conventions de partenariat et des comptes rendus de mission, ainsi que des magazines d'information. Ce qui fait au total 86 documents exploités, dont 23 pour la recherche, 26 pour le partenariat et 37 pour le rayonnement. Donc, on a essayé de traduire les informations dans les figures suivantes. Donc, vous voyez que la figure 1, qui nous montre les années de 2020 à 2021, avec les activités. C'est une évolution des activités de recherche à l'UCN de 2020 à 2023. Donc, ce qui montre déjà que les activités ont démarré en 2020. Et ainsi, vous pouvez voir qu'on a une évolution positive des activités de 2021 à 2023, avec un pic en 2023. Donc, en ce qui concerne le nombre de participants, ici, au niveau de la figure 2, on a l'impression de voir une évolution qui est plus ou moins inversée. C'est en 2021 qu'on a eu le plus de participants, ensuite en 2022 et en 2023. Donc, cela peut s'expliquer par différentes choses. D'abord, la nature de l'activité qui a été organisée. On sait que les ateliers regroupent en général beaucoup plus de participants que les réunions ou bien les missions. Donc, c'est une variation du nombre de participants dans les activités de recherche au fil des années. En ce qui concerne le partenariat, donc les informations sont consignées dans cette figure allant de 2018 à 2023. Et vous pouvez constater que nous avons eu des activités depuis 2018 jusqu'en 2023 et que les activités sont plus intenses au cours des années 2018 et 2019. Donc, c'était avant même l'ouverture de l'université. Peut-être on était en train de chercher des partenariats pour le démarrage, le financement des activités et le démarrage de l'université. Et ensemble, nous constatons qu'en 2020, donc, il n'y a pratiquement pas d'activités relatives au partenariat. Et là, cela pourrait s'expliquer par le fait que ça coïncidait avec la période de la COVID-19. Donc ensuite, on voit qu'en 2021, donc les activités de partenariat commencent à reprendre, mais que ces activités diminuent au fil de l'année 2022 et 2023. Donc, en ce qui concerne le rayonnement, nous avons cette figure. Donc, en 2018, il y a eu peu de rayonnement. En 2019, on n'en a pas du tout. En 2020, ça commence à reprendre. En 2021, ça a diminué. Mais c'est au fil de l'année 2023 que le rayonnement a pris un pic d'environ
30 à 31 activités. Et cela s'explique par l'apparition ou bien le partenariat avec le projet Dekaliakar qui a multiplié ses activités au cours de 2023. L'axe patrimoine et ressources, donc on a utilisé le même canevas que les autres groupes. Donc ici pour le sommaire, donc on a le rapport avec les deux axes, mais l'axe de ressources qui a été éclaté en trois, donc pour ressortir un peu les ressources financières, les ressources matérielles, les ressources humaines. Ensuite, on a la conclusion et les recommandations. Donc, au terme de l'atelier du PSD, nous avons travaillé sur l'axe patrimoine et ressources. Donc, on a tiré le bilan suivant. Donc, tous les documents qu'on avait à notre disposition donc, ont été classés. Donc, les contenus ont été classés donc, en 4 rubriques, à savoir patrimoine, ressources financières, ressources matérielles et ressources humaines. Donc, qui ont abouti aux conclusions suivantes, donc, qui sont été par l'analyse des données, des documents qui sont dans le tableau, dans la matrice, donc, sur la feuille Excel. Donc, pour le patrimoine, donc, tous les documents concernant le patrimoine ont été classés. Donc, il en ressort les bâtiments en construction au niveau des 3 campus de l'USSEN, à savoir Fatick, Kaolack et Kaffrine. L'assiette foncière dont dispose l'USSEN à Kaolack, Fatick, Kaffrine, Diourbel et Toubacouta. Donc, les bâtiments occupés par l'institution en ce moment sont les bâtiments loués, soit les bâtiments prêtés. Ensuite, nous avons aussi ressorti les villas et appartements loués pour les vacataires. Concernant les ressources financières, nous avons ressorti les budgets alloués à l'USSEN de 2019 à 2023 par l'État, ainsi que les budgets des différents projets dans lesquels l'USSEN est bénéficiaire. En ce qui concerne les ressources matérielles, nous avons entre autres tout ce qui est consommable, tout ce qui est fourniture de bureaux, mobilier de bureau, véhicules, motos, etc. Donc pour les ressources humaines, nous avons comme partie d'abord le personnel d'enseignement et de recherche. Donc dans ce personnel-là, nous avons les enseignants permanents. Donc l'USSEN comptait en 2019, donc année de réception de la première cohorte d'étudiants, 28 enseignants permanents, dont 10 femmes. Donc cet effectif a légèrement progressé durant les années suivantes, donc pour atteindre 45 permanents en 2021. Par contre, de 2021 à 2023, l'effectif du père permanent n'a pas évolué. Donc 44 enseignants permanents en septembre 2023. Donc alors que le nombre d'étudiants orientés à l'USSEN a sensiblement augmenté durant ces années. L'effectif des hommes pour les enseignants permanents, donc c'est 34, qui est plus élevé que l'effectif des femmes qui est à 10. Donc on note ainsi un déficit d'enseignants permanents. Donc si l'on considère cette évolution de l'effectif de 2019 à 2023. Certes, on n'aura pas tout. Il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. Dans aucun diagnostic, on a vu 100% de documents retrouvés. Mais on fera ce que les Wolof disent. On va essayer de voir est-ce qu'on ne peut pas glaner des documents par-ci et par-là qui pourront compléter déjà ce que nous avons. Une fois, il faut qu'on se donne un délai. Jusqu'à quand on cherche. Moi, je proposais à ce que chaque groupe puisse désigner quelqu'un qui sera volontaire pour aller chercher les documents. Et on se dit peut-être d'ici le 10 octobre ou bien, ça dépend. De façon consensuelle, on va définir la date. Pendant combien de temps on va chercher les documents. Et après, quand est-ce qu'on fera le diagnostic réel? On complète. Le noyau dur qui fait le pré-rapport va intégrer ces documents au fur et à mesure. Le classement se fera. Et une fois cela maintenant, quand est-ce qu'on fera l'atelier diagnostic? Et après, une fois qu'on aura le diagnostic, on se donnera 2 semaines pour écrire le premier draft. Le conseil académique de fin novembre va faire la première validation pour qu'on puisse aller maintenant amender, prendre en compte ce qui a été dit
et faire la validation finale avec le conseil académique de décembre 2023.